Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de Savane Midi, le traditionnel Conseil des ministres s'est réuni hier à Ouagadougou. Lors de cette réunion, le Conseil a notamment examiné le projet de loi relatif au statut de la chefferie coutumière et traditionnelle et a adopté un décret d'application régissant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, ainsi que les modalités de sortie des nationaux et étrangers du territoire national. Les détails dans ce journal. L'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALFA, plaide pour l'attribution d'un statut particulier aux radios de proximité, mettant en avant leur importance pour le service public à l'occasion de la Journée mondiale de la radio célébrée aujourd'hui. Pour en parler, je reçois le président de l'UNALFA, Jean-Baptiste Sawadogo. Bienvenue sur le plateau de Savane Midi. Merci. Comme je le disais en titre, le gouvernement prend les devants dans l'adoption d'un statut de la chefferie traditionnelle et coutumière. Il a adopté hier en Conseil des ministres un projet de loi qui renforce le rôle des chefs traditionnels dans la consolidation de la paix, mais qui leur interdit tout activisme politique. Madina Toué-Dragon nous en dit plus. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi sur la chefferie coutumière et traditionnelle, précisant son rôle, ses fonctions et son intégration dans l'ordonnancement juridique du Burkina Faso. Ce texte vise à revaloriser la chefferie pour consolider la paix. Il interdit l'autoproclamation et exclut toute rémunération des chefs traditionnels. Il exige leur démission en cas d'engagement politique. Par ailleurs, un décret d'application de la loi sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers a été adopté. Il vise à renforcer la gestion du flux migratoire en tenant compte des normes internationales et communautaires, notamment lutter contre le terrorisme. Ce texte encadre aussi le visa électronique et harmonise les règles avec celles des pays de la Confédération AES. Présent, écoutez le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo, qui nous apporte plus de précisions sur le projet de loi relatif au statut de la chefferie traditionnelle et coutumière. Voici ses propos. Aujourd'hui, ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle. Elle permet donc son intégration dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Elle permet de la revaloriser et elle permet à la chefferie traditionnelle de participer à la restructuration, mais aussi à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Il faut dire que le texte aussi prévoit les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle. Elle permet aussi de parler de l'interdiction et de sanctionner l'autoproclamation. Donc aujourd'hui, à travers ce texte, il ne sera plus permis à qui que ce soit de s'autoproclamer. Celui qui fait une autoproclamation sera sanctionné ainsi que ses complices. Il faut être clair là-dessus. Ce texte est valorisant, mais il ne permet pas une rétribution au chef. Il accorde certaines prérogatives, telles que le privilège de juridiction. Il permettra aux chefs d'être reconnus dans la société. Il permet de les valoriser, mais aucune rémunération ne sera payée à un chef parce qu'il exerce sa fonction. Le texte permet aussi de faire en sorte que le chef coutumier qui veut s'exercer en politique ne puisse pas le faire tout en restant chef. Il y a la possibilité pour lui de démissionner afin de pouvoir s'engager dans la politique. C'est un texte qui permet donc aux chefs coutumiers d'être replacés au centre de ce que nous avons voulu au Burkina Faso, c'est-à-dire des chefs qui permettent de rassembler les populations et de consolider la paix. Le chef de Zaktouli s'est exprimé sur le statut de la chefferie traditionnelle et coutumière adopté en Conseil des ministres hier. Pour Naba Kaongo de Zaktouli, il fallait associer les acteurs avant d'adopter ce projet de loi en Conseil des ministres. Écoutons sa réaction au micro de Sibline Ankelsé. J'ai suivi effectivement le Conseil des ministres, je vois la décision qui a été prise, mais je crois que souvent c'est mieux d'associer les acteurs pour une discussion franche. Parce que si toutefois on promulgue les lois et sur le terrain on rencontre des difficultés, c'est souvent très difficile donc de revenir là-dessus. Sinon, si je croyais que la chefferie coutumière, dans son entièreté, il y a une diversité. Il y a une diversité donc, en fonction donc, des régions et on ne peut pas en un seul texte régir tout ça.
Il fallait peut-être procéder au cas par cas et également essayer de voir comment est-ce qu'on peut juguler ça. Avoir donc un réseau, une association ou bien de personnes ressources côté chefferie coutumière pour que ces questions-là puissent être tranchées à leur niveau avant donc que le grand public ne soit informé. Mais bon, comme c'est une décision donc gouvernementale, on ne pourrait pas donc trop commenter, mais nous osons espérer donc que des concertations plus larges seront effectuées donc pour le bonheur de la chefferie coutumière. Parce que si cette chefferie coutumière est boycottée, je crois que la cohésion sociale donc va prendre un coup. Tout autre sujet à présent, l'Église catholique célèbre cette année les 125 ans de la venue de premiers missionnaires au Burkina Faso. Les activités de clôture de ce jubilé se tiendront du 14 au 18 février prochain. À cette occasion, le secrétaire d'État du pape est attendu ce vendredi au Burkina Faso. Une première pour le pays des hommes intègres. Les responsables de l'Église catholique étaient face à la presse hier matin. Germaine Farama y était. L'homme que l'Église catholique du Burkina se prépare à accueillir ce vendredi 14 février est le secrétaire d'État du pape, le cardinal Pietro Parolin. Il est le premier ministre du Vatican, chargé des affaires politiques et diplomatiques. Durant son séjour au Burkina, le cardinal Pietro Parolin aura des audiences avec le président du Faso et le premier ministre et des rencontres avec les autorités traditionnelles, coutumières et les déplacés internes. C'est donc un privilège, voire un honneur pour notre pays et pour l'ensemble de l'Église famille de Dieu au Burkina d'accueillir une telle autorité. De plus, des rencontres sont prévues avec les autorités religieuses, notamment les protestants, les musulmans, et aussi les autorités coutumières, notamment Sa Majesté le Moro Naba et les chefs coutumiers. Cette visite du Premier ministre du Vatican au Burkina revêt également une importance particulière puisqu'il présidera la messe marquant les 125 ans d'évangélisation du Burkina le dimanche 16 février. Les activités de clôture du jubilé qui sont pour la plupart des activités spirituelles, pastorales, culturelles se mèneront surtout ici au centre national cardinal Paul Zungrana et à Yagma, donc lieu du pèlerinage. Le samedi 15 février 2025, à 18h30, il y aura des vêpres solennelles au sanctuaire de Yagma. À 19h, une animation spirituelle. À 20h, ici au Centre national cardinal Paul Zungrana, une soirée culturelle en hommage au cardinal Pietro Parolin. Pour la conférence épiscopale Burkina-Niger, la visite du secrétaire d'État du pape François est un signe de considération et une marque de fraternité. C'est pourquoi l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo, invite les Burkinabés à lui réserver un accueil chaleureux dans le respect des consignes de la sécurité. Direction la Côte d'Ivoire, la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement FOAD a animé un point de presse le vendredi 7 février 2025 à son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Objectif, présenter le bilan des activités sur l'année écoulée et ses perspectives pour 2025. Le compte-rendu de Boukari Zongo et Saviour Kouma. La FOAD, Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement, a animé un point de presse ce vendredi 7 février 2025 à son siège à Abidjan-Cocody-Plateau pour étaler le bilan de ses activités sur l'année écoulée et ses perspectives pour 2025. Après les mots de bienvenue de M. Kounda Salif, président fondateur de la FOAD, accompagné des membres de son bureau exécutif, Dosso Mamadou, vice-président FOAD, a donné le ton de ce point de presse en présentant la FOAD et ses objectifs. La FOAD a engagé des programmes d'activité qui ont pour objectif global la recherche de la paix, la promotion de la cohésion sociale et le civisme en Afrique de l'Ouest en général, en Côte d'Ivoire en particulier. Nous remercions le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, pour sa clairvoyance, sa sagesse, sa contribution à la recherche de la paix et la facilitation des procédures de documentation de notre organisation. M. Bamba Youssouf, responsable projet et programme de la FOAD, s'est chargé d'étaler le bilan des activités réalisées en 2024 qui étaient axées sur la sensibilisation et la formation des populations sur la cohésion sociale et le civisme.
Concernant les points forts de l'année 2024, la FOAD a élaboré et réalisé des programmes d'activité en 2024. Nous vous partageons quelques points forts, notamment le programme de sensibilisation dans les régions frontalières de la Côte d'Ivoire, ce qui a contribué à faciliter l'ouverture des frontières terrestres. Le programme de sensibilisation et de formation sur la cohésion sociale, la paix et le civisme au Burkina Faso et en Guinée. La commission de médiation et de pérennisation de la paix de la FOAD a conduit des missions de rencontre des autorités des pays concernés, notamment la Côte d'Ivoire et le Burkina, pour le retour des bonnes relations entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces missions avaient pour objectif de trouver des compromis pour garantir la sérénité et de dissiper les inquiétudes au sein des populations face à l'actualité des relations entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour 2025, elle entend œuvrer davantage pour la paix et la cohésion, notamment aux différentes frontières ivoiriennes, mais s'investit également pour des élections apaisées en 2025 en Côte d'Ivoire, selon son secrétaire général. La FOAD leur recommande de désarmer les verbes, de donner des messages d'apaisement, d'éviter les grossièretés à l'endroit des chefs d'État des pays africains. Cela donne une mauvaise image de l'Afrique. Nous recommandons à ces communautés de se joindre à nous pour continuer à contribuer à la cohésion sociale et la paix. Dans un plaidoyer par la voix de son secrétaire général, la FOAD a remercié les différents gouvernements ouest-africains pour leur sens épris de paix et a appelé les autres couches de la société à œuvrer dans le même sens. Je le disais également en titre, ce 13 février est célébrée la Journée mondiale de la radio. Une journée instituée en 2011 par l'UNESCO. À cette occasion, au Burkina Faso, le président de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALPHA, rend hommage au monde de la radio, journalistes, auditeurs, partenaires techniques et financiers. Il appelle les autorités à accorder un statut particulier aux radios de proximité au regard de leur rôle dans le développement. Le point avec Alphonse Ouedraogo. Chers collègues, chers auditeurs, chers partenaires, chers amis de la radio, aujourd'hui 13 février, nous célébrons la Journée mondiale de la radio. Un moment privilégié pour rendre hommage à ce média unique qui reste, malgré les défis, un pilier essentiel de nos communautés. Ce sont les mots du président de l'UNALPHA à l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2025. Jean-Baptiste Sawadogo fait remarquer dans ce message de célébration, d'hommage et d'interpellation que les radios abattent un travail remarquable dans un contexte sécuritaire et économique particulièrement difficile. Cela à travers des acteurs engagés avec abnégation, dévouement et professionnalisme dans leur mission d'informer, d'éduquer, de divertir et d'accompagner les citoyens au quotidien dans leur quête de développement. Aux auditeurs, le président de l'UNALPHA leur exprime sa gratitude, car leur fidélité, leur écoute et leur interaction constituent la raison d'être de la radio. Aux partenaires techniques et financiers, il leur est reconnaissant également, car sans eux, la mission serait encore plus difficile. Parce que les radios jouent un rôle d'utilité publique incontestable, le président de l'UNALPHA se fait l'avocat de toutes les radios et plaide pour l'adoption d'un statut particulier pour les radios de proximité. Elle ploie sous une fiscalité sans commune mesure avec le statut de partenaire privilégié des acteurs de développement à la base. La Journée mondiale de la radio 2025 est la 14e du genre. Elle renvoie au souvenir du 13 février 1946, jour de création de la radio des Nations Unies. Son objectif est de célébrer un outil de développement privilégié et des acteurs dévoués à la cause d'une humanité solidaire. Cette année, le thème retenu est Radio et changement climatique. Comme je le disais tantôt à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, je reçois sur le plateau de Savane Midi le président de l'UNALPHA, M. Jean-Baptiste Sawadogo. Monsieur Jean-Baptiste Sawadogo, bienvenue sur le plateau de Savane Midi. Bonjour, merci. Vous êtes le président de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALPHA, qui célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Comment va l'UNALPHA ? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord dire merci à Savane Média pour cette invitation et également féliciter tout le travail qui se fait avec Savane FM. Comment va l'UNALPHA? Une très belle question. Je pense que l'UNALPHA se porte très bien.
parce que l'UNALPHA, c'est 30 ans, comme vous l'avez si bien dit. 30 ans couronné par son propre siège. On ne dort pas sur la nappe de quelqu'un, ça c'est déjà très important. 30 ans, c'est 80 membres et encore d'autres membres qui frappent à la porte. 30 ans, c'est le renforcement de capacité de pas mal d'acteurs de médias. 30 ans, c'est vraiment la contribution au développement local à travers la communication de proximité. Maintenant, comme on le sait avec le contexte sur le plan financier, c'est vrai que ce n'est pas facile. Beaucoup de partenaires financiers sont partis, mais il faut dire qu'il y a la résilience qui est là. Donc l'UNALPHA se porte très bien. Très bien. Aujourd'hui, 13 février, nous célébrons la journée mondiale de la radio. Et la question qui vient tout de suite à l'esprit, pourquoi la radio est le média le plus écouté, le plus suivi en Afrique? Oui, il faut dire que quand on regarde l'Afrique, c'est l'oralité. Et quand vous prenez aujourd'hui les radios, c'est vraiment cette ligne-là que les radios ont empruntée. Et vous prenez par exemple le Burkina où la majorité de la population, c'est les langues nationales. On voit que les radios se sont inscrites dans cette dynamique. Il faut dire que la radio, c'est aussi le compagnon fidèle qu'on peut amener un peu partout. Même le paysan qui est dans son champ peut effectivement écouter la radio. Quand il est sur son lit, il peut écouter la radio, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faut dire que la radio reflète effectivement cette population, reflète la volonté des citoyens. Donc on trouve que effectivement la radio aujourd'hui c'est le média le plus suivi et le plus accessible aussi. C'est vrai que il y a l'influence des médias sociaux et autres, mais la radio a su rester elle-même. Donc ça prouve qu'il y a cette résilience, il y a aussi l'adaptation par rapport au contexte. Donc la radio répond aux préoccupations des populations, c'est pour cela qu'elle est le média le plus suivi. Exactement, et quand vous regardez aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des groupes qui se sont constitués, les clubs d'auditeurs qui se sont formés pour soutenir un peu les radios, pour suivre les radios. Et il faut dire que les programmes des radios sont orientés par les auditeurs. Ça veut dire que ça prend en compte les aspirations des auditeurs. C'est mis en place par les auditeurs. On remarque aujourd'hui que la radio fait partie de la vie des citoyens africains dans les villages, les quartiers et les secteurs malgré les crises. Comment vous expliquez cette résilience des acteurs de la radio, ceux qui produisent par exemple, tout comme ceux qui financent ou ceux qui consomment la radio? Oui, il faut dire que la radio, c'est avant tout pour répondre à un besoin important en matière de communication, en matière d'information, en matière d'éducation, de sensibilisation. Ça, c'est une mission importante. Et comme je le disais, aujourd'hui, quand vous voulez qu'un message passe sur le plan national ou bien même en Afrique, il faut mettre l'accent sur les langues nationales. Et c'est ce que aujourd'hui les radios font. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, quand une radio émet dans une localité, ça veut dire que ça prend les aspirations de cette localité. C'est à l'identité même de cette localité. Quand on prend le cas du Burkina, vous savez qu'avec la crise, il y a des localités qui n'étaient pas accessibles, où il n'existait même plus l'administration. Mais les radios ont su s'adapter pour rester, pour représenter en quelque sorte l'administration, pour donner l'information, parce que c'était les seuls canaux d'information qui existaient dans ces localités-là. Et il faut dire aussi que l'élément qu'il faut souligner, ça veut dire que ces radios, que ça soit commercial, associative ou confessionnelle, la première mission, c'est de servir effectivement les populations. D'où cette résilience, malgré les crises, que ce soit les crises sécuritaires, les crises économiques, la radio reste. Et il faut dire que ceux qui travaillent au sein des radios, ce n'est pas des gens qui sont venus pour s'enrichir, c'est des gens qui sont venus en mission. C'est des gens qui sont venus pour l'amour du travail, pour l'amour de servir la nation. Donc ça, c'est très important à souligner, d'où cette résilience, d'où cette capacité de s'adapter face à ces différents défis.
Et justement, on parlait de défis. Comment est-ce que la radio surmonte ces différentes crises? Oui, il faut dire que, comme on le sait, c'est pas facile, c'est difficile pour tout le monde. Et déjà, en termes de défis, quand vous prenez au niveau des radios, il y a la situation économique qui est très difficile. Même avant les crises, c'était difficile, mais avec les crises, cela a beaucoup accentué en fait la situation économique des médias. Et quand vous prenez le Burkina, vous savez que la manne publicitaire n'est pas assez. Et nous avons beaucoup de médias. Quand vous prenez seulement les radios, il y a une centaine. Vous avez les télés, ainsi de suite. Et aussi, on n'a pas, c'est un pays où on n'a pas tellement la culture de la publicité en tant que telle. Donc sur le plan financier, ça c'est un défi énorme. Et ce qui fait que même en matière de ressources humaines, où il faut renforcer les capacités, il faut mettre les conditions pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Tout cela impacte, donc côté financier, c'est un peu difficile. Mais comme je l'ai dit, les radios sont supportées d'abord par la communauté à la base, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation, ces radios sont résilientes et elles fonctionnent toujours. L'autre défi aussi qu'il faut relever, c'est le défi sécuritaire, où beaucoup de radios ont été impactées. Il y a eu des menaces au niveau de certaines radios. Il y a eu des radios qui ont été saccagées. Et là aussi, on a vu que malgré toute cette pression, toutes ces menaces, les radios ont su garder le cap, ont su rester elles-mêmes. Donc ça aussi, c'est un élément important à souligner. Et l'autre élément aussi qui est important, c'est par rapport à l'énergie. Et la radio n'est pas comme les autres entreprises où il y a des moments où on ne dépense pas. Et là, quand la radio fonctionne, vous avez des radios qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ça consomme de l'énergie. Et vous savez que l'énergie au Burkina Faso, ça coûte très cher. Donc ça, c'est un élément important. D'où la question de voir quelle est l'alternative qu'il faut pour soulager les radios en termes d'énergie. Parce qu'on sait qu'il y a les énergies renouvelables. Mais en termes d'investissement, ça coûte énormément cher. Et là, il faut l'accompagnement des différents acteurs, que ce soit l'État ou les ONG ou les associations. Donc ça, c'est des défis énormes qui impactent négativement, effectivement, le fonctionnement de ces radios. Mais comment est-ce que vous surmontez toutes ces difficultés? Vous avez cité plusieurs difficultés, mais comment est-ce que les radios font pour les surmonter? Oui, il faut dire que d'abord, la force des radios, c'est d'abord les communautés. On sait qu'il y a des radios où il y a la participation de la communauté pour permettre à la radio de pouvoir fonctionner. Nous avons aussi, par exemple, au niveau de l'UNALPHA en tant que fêtière, nous travaillons aussi avec d'autres partenaires pour mobiliser des ressources pour mettre à disposition des radios. Nous menons également des plaidoyers auprès des autorités. Vous savez qu'il y a par exemple le fonds que l'État a mis en place pour accompagner les radios, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on doit revoir en fait l'attribution, les conditions pour pouvoir accéder à ces fonds, parce que je pense que l'objectif au départ c'était vraiment pour accompagner les médias. Il faut dire aussi que nous avons des ONG, des associations qui accompagnent beaucoup ces radios. Mais comme on le dit, malgré la difficulté, malgré ces défis, il y a d'abord ce lien qui existe entre les radios et les communautés. La radio n'appartient plus au promoteur, mais il faut dire que le promoteur aujourd'hui, c'est la communauté. Et tant que la communauté ne va pas disparaître, les radios ne vont pas disparaître. Donc ça, c'est un élément essentiel qui donne la force aux acteurs pour rester, pour produire, pour gérer la technique. Donc tout ça, il faut dire que la force de ces radios vient effectivement de la communauté. Et c'est le lieu pour saluer effectivement ces acteurs qui travaillent dans l'ombre, que ce soit les techniciens, les animateurs, les journalistes. Et vous allez voir que dans la plupart des radios, c'est difficile d'assurer, par exemple, le salaire à temps. Et ça, c'est presque dans toutes les radios. Mais malgré ça, vous allez voir qu'il y a des gens qui se sacrifient pour tenir, pour faire le travail. Donc ça, il faut saluer. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont l'amour de servir cette nation, de servir la population. Monsieur Saodogo, il y a un moment où les partenaires extérieurs accompagnaient beaucoup l'UNALPHA et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons chercher d'autres partenaires ou nous devons compter sur nous-mêmes?
Oui, je pense que même l'actualité aujourd'hui nous fait comprendre que quand tu dors sur la natte d'autrui, ça veut dire que demain tu peux te retrouver à terre ou dehors. Donc je pense que ça nous enseigne qu'on doit compter d'abord sur nous-mêmes. Si aujourd'hui l'UNALPHA, les radios, comptaient uniquement sur les partenaires, je pense qu'aujourd'hui plus de 50% des radios allaient être carrément fermées. Donc je pense qu'il faut compter sur ses propres moyens. Et au niveau des radios, je pense que, comme je l'ai dit, la communauté est la première source. Mais au-delà de ça, il faut voir aussi quelle stratégie nous pouvons mettre en place pour mobiliser les ressources au niveau local. Souvent, c'est des ressources qu'on minimise alors qu'on peut mettre des stratégies en place pour amener les gens à contribuer beaucoup plus que ce qui se fait actuellement. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'UNALPHA est dans la posture de voir comment effectivement amener les radios à trouver des opportunités au niveau local pour pouvoir mobiliser des ressources. Et même au niveau de l'UNALPHA, nous avons dit il y a certaines actions où on n'a pas besoin d'aller chercher des partenaires. Il faut que nous-mêmes déjà, on s'organise, on s'engage, parce que 80 radios, ce n'est pas 8 radios, donc ça constitue une force. Et au niveau même de l'État, il faut qu'on bouscule pour que ces radios-là puissent être soutenues. À l'occasion de la journée mondiale de la radio, vous avez adressé un message dans lequel vous plaidez pour un statut particulier de la radio de proximité. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, M. Sawadou? Oui, ce qui nous a amené à faire cette proposition, déjà, il faut voir un peu le service qu'offrent, par exemple, ces radios. Il faut dire que c'est d'utilité publique, c'est un service d'utilité publique. Et quand vous regardez toutes les sensibilisations, l'information, l'éducation qu'apportent ces radios, si on allait l'évaluer en termes de coûts, je ne sais pas combien, mais c'est énorme. Donc déjà, ça c'est un point très important. Et il faut voir aussi un peu la fiscalité par rapport aux radios. Je pense que c'est un point essentiel sur lequel on doit discuter pour trouver vraiment des mécanismes pour soulager ces radios. Le statut particulier, quand vous prenez par exemple au niveau des associations, vous avez des associations d'utilité publique ou par exemple tous ceux qui ont l'exonération par rapport à la TVA, par rapport à la fiscalité. Je pense que là aussi, il y a des facilités, il y a un allègement. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on fait comme travail, l'État ne peut pas nous compenser. Ça, ce n'est pas possible. Mais nous demandons à ce qu'on crée un environnement favorable, que ce soit sur le plan de la fiscalité, pour que nous puissions effectivement exercer notre mission, apporter notre service à la contribution effectivement de ce pays-là. Je pense que c'est faisable. Quand vous prenez l'équipement des radios, ça coûte énormément cher. Pourquoi ne pas effectivement exonérer, par exemple, l'acquisition de ce matériel? Pourquoi ne pas créer une banque de matériel pour faciliter effectivement? Donc je pense qu'il y a autant de possibilités que l'État peut effectivement accorder vraiment à ces médias-là. Quand vous prenez la subvention de l'État aujourd'hui, mais en réalité, pour avoir la subvention de l'État, il faut dépenser. Et je ne pense pas que effectivement vouloir donner et puis après retirer, c'est pas le bon moyen. Donc il y a des réflexions qui doivent être menées par rapport à la subvention de l'État, par rapport au fonds de crédit qu'on met à la disposition. Quand vous regardez le fonds de crédit, il n'y a pas beaucoup de médias qui ont bénéficié. Parce que quand on vous demande d'envoyer une caution, une garantie, du moment où vous êtes là en train de chercher à voir comment payer même les salaires, je pense que ça nécessite une réflexion profonde. Et je pense que cette demande-là, cette adresse est bien fondée. Et c'est faisable si vraiment on trouve un cadre pour discuter avec les autorités de ce pays. Merci M. Sawadogo. Et votre dernier mot à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la radio? Mon dernier mot, c'est à l'endroit des auditeurs des radios que je salue, parce que c'est grâce à eux que les radios existent. C'est grâce à eux que les radios produisent des informations. Et c'est grâce à leur interaction aussi que les radios arrivent à trouver des contenus assez intéressants. Quand vous regardez, ces auditeurs se sont organisés. Donc pour nous, c'est vraiment eux d'abord
la radio, parce que sans auditeurs, on ne peut pas parler de radio. Merci, Monsieur Sawadogo. Un rappel, je recevais sur le plateau de Savane Midi Jean-Baptiste Sawadogo. Il est le président de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALFA. Merci encore, Monsieur Sawadogo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ainsi donc s'achève ce Savane Midi. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.